Alors, bonjour, bienvenue, c'est Shadia de Rendez-vous Coaching Love. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir parmi nous, loin, 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 avec un décalage horaire, Bénédicte Anne. Merci beaucoup, Bénédicte Anne, d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invitée parce que, comme tu le sais, j'adore le Québec Oui, on et les était... Québécois. Et je suis allée très souvent. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire également. On a vu tes livres, justement, Bénédicte, qui est auteur, qui est coach amoureux, qui a dirigé une agence de mise en relation pendant de nombreuses années. Bénédicte Anne, qui anime aussi les Cafés de l'amour. Bénédicte Anne a écrit le livre Le prochain, c'est le bon, et également ton livre Autodiagnostic amoureux. Bon, les livres sur lesquels j'ai basé un petit peu, je me suis inspirée pour vous poser des questions aujourd'hui parce que bon, vous avez une très bonne expérience dans le domaine des relations amoureuses et vous avez étudié aussi l'aspect des Québécois. Vous savez un peu à quoi ressemble le profil des Québécois du côté de l'amour, comme de la séduction, etc. Donc, j'ai bien hâte de commencer tout de suite. Allons-y sans plus tarder. Bénédicte, dans votre livre l'autodiagnostic, bon, vous avez plein d'exercices, plein d'autodiagnostics et on commence par le premier qui est souvent quelque chose que les psychologues ou les différents experts vont nous demander de faire, c'est de faire le ménage de notre passé et puis de libérer, ce soit un petit peu nos fantômes. Et aussi, ce que vous dites, c'est d'identifier l'éventuel fantôme. Et j'ai même eu des courriels de membres qui m'ont dit, mais écoutez, moi, ça fait des années que je suis célibataire. J'ai l'impression d'avoir réglé ça avec mon ex ou mes ex. Mais comment un ex, même après plusieurs années de séparation, peut freiner notre quête amoureuse? Est-ce que il y a un lien à faire, même si on a l'impression que tout est réglé? Comment ça peut nous freiner et nous en... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure de l'ex. En général, l'ex, c'est le dernier. C'est celui avec lequel on a construit, ou en tout cas, on a espéré construire. Et c'est celui, probablement, avec lequel on a passé du temps. Et pour peu qu'on ait des enfants ensemble, ça ne se fait pas comme ça. Et ça, de toute façon, ça, c'est l'ex. Ça s'appelle faire le deuil de son passé, tourner la page. Oui. Ça, c'est une première chose. Et il y a plein de gens qui ne le font pas. Mais parfois, et c'est ça le trick, en fait, c'est que parfois, on a réglé avec l'ex et on oublie qu'avant, on a eu quelqu'un qui a drôlement compté et ça reste encore un peu ici. Et alors, pour le savoir, il suffit de voir si on y pense. Et en général, alors là, ça peut être un fantôme ou pas. Le fantôme, c'est celui qui est avant l'ex. Okay. Donc, ça peut être quelqu'un d'il y a 20 ans, quelqu'un que vous avez rencontré pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il habitait loin, parce qu'il a changé de pays, parce qu'il était de passage, parce que les parents avec la religion n'ont pas été d'accord, parce que c'était pas le même milieu social, parce qu'il a eu une maladie, parce que il était marié, parce qu'il est mort. Enfin, toutes ces raisons font que cette personne a compté dans l'intensité. Et pas forcément dans la durée, mais qu'elles vous ont marqué. Et le souci, c'est quand quelqu'un vous a marqué dans l'intensité avec un interdit qui fait que ça n'a pas été possible d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la nostalgie. La nostalgie de ce qui aurait pu être si vous aviez vécu ensemble. Si vous aviez vécu ensemble, ça aurait probablement été la même chose que dans toute relation. Ça se serait délité, sauf si vous aviez construit. Donc, le fantôme, c'est quelqu'un qui finalement est devenu une référence, mais une référence en termes d'érotisme, en termes d'intensité. Ce qui fait que chaque nouvel partenaire qui est regardé à l'aune de ce fantôme apparaît comme un peu plate. OK. Ça reste dans le rêve. Le fantôme reste dans le rêve et c'est ce qui est mal, qui est mauvais dans le fond, qui nous empêche d'avancer. Oui, parce que la différence entre un rêve et un projet, c'est la date. Donc il suffit de dire à partir de maintenant, je cesse de me complaire avec mon fantôme avec lequel je fais couple et je passe à autre chose. Donc déjà, c'est une décision à prendre. Ensuite, ce qui est très important, c'est chaque fois que je pense à lui, je pense à lui, hop, on utilise l'énergie de la nostalgie, de la tristesse, de la colère. D'ailleurs, ça marche pour les ex comme pour les fantômes, ce que je suis en train de raconter. Et on transforme cette énergie. Ça, c'est pas marqué dans mes livres, c'est pour ça que je le dis. Okay. Et je vais transformer l'énergie de la nostalgie, de la tristesse, de la colère, de la dépression larvée, de la complaisance finalement, à l'égard de ce souvenir qui n'a plus lieu d'être. Et je vais utiliser cette énergie pour quelque chose qui est bon pour moi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je finirai par ne plus penser à l'autre, mais j'aurai construit quelque chose. Et bien sûr, le quelque chose que je construis, c'est quoi? C'est mon projet. Alors ça peut être un projet, j'ai envie de dire, transitionnel, entre le deuil du passé définitif et la prochaine rencontre.
ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Ça permet de nettoyer devant sa porte. Mais ça peut être aussi, puisque c'est un fantôme qui a 20 ans, c'est bon, j'ai peut-être pas non plus passé encore 6 mois à couper le lien, alors que bon, j'ai 38 ans et demi et j'ai l'horloge biologique qui fait tic-tac. Mhm. On dit aussi l'horloge biologique chez vous, je crois. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est une expression qu'on utilise. Voilà. Donc, les genres de questions pour se poser, parce que des fois, on n'est pas certain est-ce que mon fantôme est encore là. Quel genre de questions les gens peuvent se poser ou se dire, je lisais par exemple, si j'ai encore un objet qui lui appartient dans la maison ou qui me fait toujours penser à la personne. Euh, que Alors là, encore une fois, je nuancerais. Le fantôme, en général, il n'y a plus grand-chose, puisque c'est quelqu'un d'il y a un certain temps. OK. Donc c'est rare qu'on ait quelque chose. Cela étant, je me souviens d'une fille qui avait, donc j'en parle dans un des livres, et ça c'était un exemple extraordinaire, l'homme qu'elle avait aimé, avec lequel elle avait vécu, etc., lui avait offert un chat trouvé dans une poubelle, Mhm. et les cendres du chat occupaient encore l'urne sur la cheminée. Et c'est en remontant avec travers les cendres du chat, parce que le chat était décédé, que j'ai pu faire le lien avec cet ex d'il y a 20 ans, et de voir que jeter les cendres du chat, ce chat-là, incarnait l'ex. Et quand arrivait un nouveau soupirant, le chat faisait donc c'était vraiment intéressant. Pour elle, il fallait jeter la litière qu'elle avait gardée, il fallait jeter les cendres, et il y avait donc effectivement la trace. Mais généralement, il n'y a pas de trace. Il peut y avoir un objet, mais c'est très rare. En général, c'est comme ça que ça se passe. Pour autant, avec un ex, là, il y a des liens très concrets, c'est-à-dire utiliser encore la même boîte aux lettres, la même adresse fiscale, être séparé sans avoir été marié et en même temps pas avoir changé de nom sur la boîte. Enfin, c'est plein de petits détails qui montrent que parfois il faut passer un grand coup de Karcher, comme aurait dit notre ancien président, pour pouvoir enlever toutes les traces, parce que parfois il faut commencer par des actes et le reste suit. Mhm. Puis je pense qu'il Très faut. souvent, Est-ce le que je me changement passe. Ouais. Pardon, est-ce que je me trompe si je dis qu'il faut être honnête avec soi-même aussi, parce que des fois, on va dire, oui, je suis libérée du passé, mais il faut vraiment, justement, chercher est-ce qu'il y a le fantôme encore, est-ce qu'il est là vraiment un petit peu, même si c'est pas beaucoup, ou est-ce que je cherche à reproduire, de retrouver la même personne, comme vous disiez, là, sur laquelle que j'ai aimé ou que j'aurais voulu avoir une aventure plus longue avec lui. Puis là, ben donc, il faut que je coupe ça, là, il faut vraiment identifier, il faut être honnête avec soi-même. Alors je vais le dire autrement, parce que là vous donnez deux éléments qui sont importants, qui méritent d'être explorés. OK. Le premier, c'est l'honnêteté. C'est pas quelque chose de simple, parce que je peux aussi me raconter que je suis honnête. Mm. Alors je vais le dire autrement. Quand je fais un stage, le prochain c'est le bon, qui est plutôt centré sur l'action et le coaching et qu'est-ce que je vais mettre en place, les personnes que j'ai déjà coachées en individuel sont complètement prêtes. Mais systématiquement, toutes les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer en individuel ont des fantômes, des casseroles, des problématiques, des colères, des parents avec lesquels ils font couple, des animaux avec lesquels ils font couple, des enfants avec lesquels ils font couple, variantes, des passions avec lesquelles ils font couple. Comme cette fille qui passait quasiment 2 week-ends par mois dans une capitale d'Europe parce qu'elle habitait dans un endroit où il y avait un low-cost flight. Et du coup, ça lui coûtait rien. Et en fait, elle passait son temps en voyage dans les week-ends. Et en réalité, c'était une façon de dissimuler quelque chose, puisque pendant ce temps-là, c'était les week-ends, donc c'était là où elle avait plus de temps pour chercher. Mm. Et comme ça, elle préparait son week-end, elle revenait, elle se remettait de son week-end. Et tous les moyens sont bons. C'est pour ça qu'il est vraiment important. Du coup, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. L'honnêteté, dans le fond, là, Oui, d'être honnête. ouais, il y avait autre chose qui était, oui, c'est que en fait, la plupart des gens se croient prêts, ne le sont pas. Voilà, ça c'est concret. Et puis, si je n'ai pas compris ce qui bloque, je peux faire tous les coachings du monde, je peux avoir acheté le programme, parce que je suis en train de le regarder. Mais si derrière, j'ai pas identifié ce qui m'empêche d'avancer, j'aurais pas nourri mon intellect, j'aurais pas donné du sens, et je ne vais pas avancer. Donc, je peux me mentir en me faisant croire que je suis prête, faire des rencontres, et finalement, ça marchera jamais. Et j'ai pensé à ce moment-là que c'est la faute du sexe qui m'intéresse. Et en fait, pas du tout. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui se sacrifie, parce que qu'est-ce que c'est bon, je souffre, mais au moins, oh là là, je suis vivante, qu'est-ce que c'est bon encore. Bon, voilà.
c'est ça l'idée. Donc je pense il faut être clair, mais C'est tellement vrai ce que vous dites. J'ai encore là, justement une membre qui m'écrit en me disant, écoute, j'ai fait toutes les démarches, je suis positive de nature, mais bon, je suis honnête avec moi-même, je me trouve un peu enrobée, j'ai jamais été en relation amoureuse, je réponds à toutes les questions, je prends ma part de responsabilité pour être honnête avec moi-même, mais je n'y arrive pas, je sais pas qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça ne débloque pas. Alors, c'est souvent le cas. J'ai souvent entendu dire les gens, comme vous venez de nous dire, on pense qu'on est prêt, mais on ne l'est pas finalement. Avez-vous des questions ou qu'est-ce qu'on pourrait faire ou un truc pour pour pousser ça? Avant de passer aux questions, pour savoir si on est prêt, c'est important de préciser quelque chose. Le Québec est quand même le pays des hommes roses par excellence. Le pays du féminisme virulent. Et s'il y a un pays où il y a une densité d'hommes castrés au mètre carré, c'est bien le Québec. Je dis ça par rapport à l'Europe. Ça n'a rien à voir. Pourtant, 80% des femmes que j'ai coachées à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières et partout, en Skype, en live, peu importe, sont toutes tombées sur les seuls pervers du Québec. C'est quand même drôle. Les seuls alcooliques, les seuls obsédés sexuels, les seuls polyamoureux. C'est drôle la vie. C'est ça qui est intéressant. Parce que en Europe, je tombe sur des femmes qui sont tombées sur elles-mêmes sur les bad boys de passage, c'est normal. En Europe, il y en a beaucoup plus qu'au Québec. Mais même au Québec. Alors, j'ai peut-être pas coaché celles qui étaient tombées sur les garçons, entre guillemets, normaux, si tant est que ça existe. Mais ce que j'essaie de montrer, là, à travers cet exemple, c'est que, où que je sois, si j'ai pas le droit de vivre et qu'il faut que je me sacrifie, parce que quand même je peux pas, j'ai pas le droit à tout ça. Surtout si j'ai 39 ans et demi, que j'ai un enfant. Où là, évidemment, le sacrifice, il prend son sens, parce que si j'ai jamais eu de relation longue et que j'ai jamais été enceinte et que j'ai presque 40 ans, il faut que je me pose des bonnes questions. Eh ben, si finalement je tombe sur des bad boys au Québec, c'est que j'ai vraiment un problème. Donc toutes les femmes et tous les hommes, alors les hommes c'est un peu différent, parce que c'est vrai qu'au Québec, les femmes ne sont pas comme chez nous. Mais elles ont remplacé les hommes, ça on le sait. Mais en tout cas, toutes les femmes qui tombent sur les bad boys, c'est pas la faute du sexe qui les intéresse, c'est plutôt leur responsabilité. Et généralement, la responsabilité amoureuse, elle est liée à la lignée des femmes quand on est une femme et à la lignée des hommes quand on est un homme. Alors pour en revenir, comment savoir si j'ai fait la paix? Déjà, est-ce que j'y pense? Est-ce que j'ai encore des envies qu'il lui arrive quelque chose de dramatique? Est-ce que j'aimerais pouvoir lui passer le sexe au vitriol? Est-ce que j'aimerais pouvoir lui casser sa voiture parce que j'ai repeint sa maison sans même coucher avec elle? Ou alors il a fallu que je repeigne toute la maison et que je bricole toute la plomberie avant d'avoir droit à une nuit où elle s'est laissée faire comme un bout de bois, par exemple. Est-ce que j'ai encore de la colère? Est-ce que j'ai encore des nostalgies? Est-ce que je pense que... Alors ça, c'est le truc le plus fréquent. Peut-être que si à ce moment-là, je n'avais pas fait ça, peut-être que je serais encore avec. Non. Non et non. Non. Si ça s'est passé comme ça, c'est que de toute façon, c'était quelqu'un qui avait été choisi pour aller dans le mur. Ouais. Et si vous êtes allé dans le mur, c'est que vous voulez pas réussir. Si vous voulez pas réussir en amour, c'est parce que précisément, vous vous sabotez. Si vous vous sabotez, c'est que vous êtes en loyauté. Et si vous êtes en loyauté, c'est que la génération d'après, il s'est passé des choses. Donc, alors, comment c'était entre papa et maman, avec la fratrie, etc. Donc là, on est dans un autre sujet. On va peut-être développer plus tard. Donc, puis mettre le doigt, s'il n'y a plus de fantômes, si ça c'est réglé, mettre le doigt sur le bobo, comme on dit au Québec, de ce qui va pas sur moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller pousser plus loin? Parce que comme la cliente que je vous dis, la membre que je vous dis, qui dit avoir un bon sens positif de la vie, qui a fait des exercices, qui lit des livres, comme vous avez dit tout à l'heure, on a beau faire toutes les démarches, des fois il y a des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller plus loin pour voir en nous ce qui va pas? Dans le cas de de l'exemple que vous me donniez, il y a un élément qui est intéressant, et je vais tirer le fil, c'est qu'elle est en surpoids. Elle a dit qu'elle était enrobée. Oui. C'est ça, hein? Oui. Et si je suis enrobée, c'est soit que je compense, soit que je ne sais pas m'alimenter. Dans les deux cas de figure, on arrive au même résultat. Si je ne sais pas m'alimenter, ça veut dire que j'ai qu'à apprendre. Mais si je ne sais pas m'alimenter et que j'ai du mal à être en relation, alors ça veut dire que c'est du sabotage. Et si je sais m'alimenter et que je compense,
et que je suis pas en relation, c'est aussi du sabotage. Donc dans les deux cas de figure, là, le fil qu'elle me donne, c'est le fil du je ne m'autorise pas. Parce qu'il y a des tas de femmes qui compensent et qui sont pas en surpoids, ni enrobées. Effectivement. Peut-être qu'elles mangent pas bien et qu'elles ne savent pas s'alimenter, peut-être qu'elles passent leur temps à faire au régime et à maigrir, à grossir, ok. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que parmi les femmes qui sont célibataires, et les hommes aussi, le fait d'être enrobé, alors après ça peut prendre des proportions importantes ou pas, mais de pas se sentir bien, si elle en parle, c'est que c'est pas ok pour elle. Être enrobé et de pas se sentir bien, c'est une distance que je vais créer avec l'autre. Mais derrière cette distance qui n'est que la partie visible de l'iceberg, ce qui se joue là bien sûr, c'est le fait que dans mon rapport avec mon corps, c'est comme dans mon rapport avec l'autre, bah j'ai pas la première place. Puisque mon surpoids passe avant moi, puisque quand je m'habille, je dois tenir compte de mon surpoids. J'aime beaucoup ça, oui, j'aime beaucoup ça, Bénédicte. Puis, dans le fond, si, par exemple, une autre personne dit, ben moi, j'ai pas de problème de surpoids, mais ça fait 7 ans que je suis seule, il faut chercher quelque chose en soi qui nous déplaît. Alors, il y a quelque chose dans notre personnalité, probablement, ou est-ce que c'est ce que je comprends de votre explication? C'est pas tellement tant dans la personnalité que dans la loyauté. En fait, on pourrait poser la question autrement. Alors, je vais la poser de deux façons différentes. La première question, c'est à qui ferais-je de la peine si j'étais heureuse en amour? Ça veut dire que la disponibilité que j'ai en ce moment, à quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert à mon patron? Parce que je travaille, je suis work alcoolique. Ouais. Est-ce qu'elle sert à un membre de ma famille qui a besoin de moi? Alors ça peut être un frère qui est toujours dans la drogue, ça peut être une sœur trisomique, ça peut être une mère un peu vieillissante, ça peut être un grand-parent dont je m'occupe parce que maman elle-même n'est pas capable de le faire, peu importe. Ça peut être mes enfants parce que je suis séparée puis que je me dévoue seulement à mes enfants. Voilà, ça peut être aussi ça peut être mes enfants, et particulièrement un qui a une problématique particulière. Ça peut être aussi le syndrome de Munchausen, où je lui découvre toutes les tares du monde, comme ça je passe mon temps dans les hôpitaux. Ça peut être ça peut être quelqu'un d'extérieur, mes amis que j'écoute, qui pleurent, il m'a pas rappelé, alors je lui ai dit que, alors il m'a dit que, j'ai envoyé un texto, etc. Donc à partir du moment où je peux identifier à qui profite le crime, mais là en général, les personnes n'identifient pas. Alors à qui ferais-je de la peine si j'étais heureuse en amour? Et la deuxième question, c'est à qui profite le crime? C'est-à-dire, quand je me sacrifie comme ça, à qui ça profite? En général, à personne. Effectivement. En général, à personne. Ça veut dire que c'est quelque chose que je me suis approprié. Mais finalement, c'est pas parce que je me sacrifie que la lignée des femmes qui n'a pas été heureuse, surtout au Québec, avec le passé québécois qu'on connaît, hein, les 16-18 enfants, il n'y a pas une mère ou une grand-mère d'une fille que j'ai coachée ici au Québec qui n'a pas eu entre 10 et 20 enfants. Il n'y en a pas une qui n'a pas vu une mère ou une grand-mère, ça dépend de l'âge qu'elle a. Il n'y en a pas une qui a vu le curé arriver en disant « T'empêches la famille, c'est un péché, tu vas mourir ». Il n'y en a pas une. Donc dans l'histoire des femmes du Québec, il y a la femme qui passe son temps à faire des enfants, pendant que le mari il est dehors. Ce qui n'est pas, évidemment, chez les hommes, c'est très différent. Et ça, c'est spécifique au Québec. Et je pense que c'est lié, c'est mon hypothèse, c'en est une, au fait que le Québec était une province française et que les prêtres dirigeaient tout, et qu'il fallait faire des enfants pour essayer de compenser peut-être le nombre de petits-enfants anglais qui allaient naître pendant ce temps-là, dans les autres régions du Québec, du Canada. Mais c'est une hypothèse très personnelle. Tout ça pour dire que dans la lignée des femmes, on est habitué à voir la mère souffrir, se sacrifier. Et passer à la casserole, on dit ça chez nous, ça veut dire sexuellement faire son devoir. Ah, ok. Donc, voilà. Être habitué à faire des travaux ménagers, à ne pas travailler et ni à faire d'études, évidemment, parce que comment faire des études dans un tel contexte? Ça explique, bien sûr, la puissance du féminisme ici, où les femmes qui sont nées dans les années 60, qui ont donc pu aller à la fin donc des prêtres, qui ont pu aller à l'école, ont vraiment envie d'avoir son condo, son char, et d'abord son indépendance, et surtout pas régresser. Donc ça c'est important. Mais dans la lignée des hommes, moi les hommes que j'ai pu coacher ici au Québec, ce sont des hommes qui ont eu des pères soumis.
à peut-être la seule femme québécoise qui n'était pas sur le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est la même chose que pour les pervers. Des pères soumis, parce que eux-mêmes peut-être avaient été castrés par leur mère ou par leur père, c'est là où ça devient subtil. Donc à qui profite le crime? En fait, je suis en loyauté parce que je ne m'autorise pas à être heureuse en amour, mais finalement c'est une mission qu'une fois sur deux, j'ai décidé tout seul, toute seule. Mais une fois sur deux, on me l'a imposé. Quand ma mère se sert de moi comme grande oreille et que je suis à la fois sa copine, sa confidente, sa psy, et que elle me raconte à quel point ton père. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Quand ma mère m'appelle en disant ton père et que je suis un homme, c'est pareil. C'est-à-dire quand j'ai passé ma vie à être à entendre les conflits de mes parents, comment est-ce que je peux être heureux et épanoui en amour quand le parent auquel je suis loyale a vécu l'enfer, que ce soit papa ou maman. Et si je suis un homme et que j'ai vu papa se faire martyriser par maman, eh ben je vais être castré comme papa. Si je suis un homme et que j'ai vu papa martyriser maman, je peux pas être un homme, puisqu'être un homme, c'est faire souffrir maman. Donc soit je deviens un sauveur, et dans ce cas-là, je suis plus célibataire, parce que je récupère tous les chiens perdus sans collier, et je les remets à niveau, puis à ce moment-là, je me fais quitter pour un bad boy. Et soit je suis célibataire, parce que de toute façon, je peux pas être heureux en amour, parce que maman a beaucoup besoin de moi. Et que même si maman est morte, ou qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, moi, je suis programmée sur le modèle de l'enfance. C'est très bon, oui. Ça me fait penser à un membre, justement, un homme qui m'avait écrit en disant qu'il était, lui, toujours le sauveur dans chaque relation. C'était automatique. Les femmes le voyaient de loin et c'est tout ce qui l'attirait, là. Donc, de sauver les gens. C'est donc probablement ce pattern-là ou cette lignée-là qu'il a suivi, là, probablement, comme vous dites, de vouloir sauver toujours. Donc, peut-être regarder les modèles qu'ils ont eus et puis d'essayer de faire autrement, quoi. On va dire autrement, si je veux sauver quelqu'un, ou si je n'arrive pas à oublier quelqu'un pour faire le lien avec le sujet précédent qu'on a développé, la vraie question, c'est qui se cache derrière la personne que je veux sauver, qui n'est pas forcément ma mère. C'est là où c'est subtil, évidemment, sinon ce serait trop simple. Qui c'est ma mère? Ben non. Parfois, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une génération avant, ça peut être quelqu'un de la fratrie, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Mais qui a fait partie de l'enfance, quand même. Et quand j'arrive pas à quitter quelqu'un, et à l'oublier, et que c'est conscient que là, je sais que là, je suis pas malhonnête, je dis que j'y pense encore des années après, c'est qui se cache derrière. Ou qui ai-je perdu au moment où j'ai rencontré cette personne, ou peu après. C'est bon. Et là, du coup, ça fait réfléchir. Parce que ça amène, et c'est parfois une piste, mais c'est pas la seule. Il n'y a jamais qu'une seule raison. Hein. Il y a toujours, c'est multifactoriel. En général, c'est le rapport au père, plus le rapport à la mère, plus le rapport à un personnage de la fratrie, plus un événement tragique qui est arrivé qui a fait que le rapport à la mère a été compliqué parce que j'étais dans son ventre au moment où elle a perdu ma sœur aînée, et aujourd'hui encore ma sœur aînée, elle est encore là-haut, piédestalisée. Donc comment trouver ma place quand je suis née fille après une fille qui est décédée et qui était le rayon de soleil de maman, ou de papa, mais plutôt de maman. C'est bon. Comment je fais quand maman a perdu cet enfant et que papa n'y a pas survécu, qu'ils sont séparés, que j'ai fait un couple avec maman et que je suis toujours en couple avec elle, même si on habite à 800 kilomètres, bien sûr. C'est bon, j'aime ça. Donc, je vais rappeler peut-être, vous pouvez nous rappeler les 2 questions qu'on devrait se poser pour vraiment aller voir plus loin. Vous dites qui est la victime? Comment? Non, oui. Il y a plusieurs choses que j'ai dites. La première, c'est à qui profite... Non. Oui, à qui profite si j'étais heureuse en amour, et à qui profite le crime quand je me sabote. Et la deuxième chose, c'est quand j'arrive pas, quand je suis toujours le sauveur, qui je sauve, et quand j'arrive pas à oublier quelqu'un, c'est qui se cache derrière cette personne. Super. Ça peut être brochette, hein. Derrière cette personne se cache sans doute un autre partenaire, mais c'est toujours quelqu'un d'histoire familiale. Parfois, quand je donne des conférences, il y a une fille qui dit « Mais je comprends pas, moi mes parents c'était parfait, et pourtant j'ai pas d'amoureux. » Ben non, c'était jamais parfait, parce que quand on creuse, on trouve. Mais c'est vrai que plus je suis jeune, plus j'ai l'impression que mes parents c'était parfait, parce que les traumas sont moins violents, et qu'à chaque génération, les choses sont quand même plus douces. D'accord. C'est bon. Et quand on parle justement de libérer le passé, tout ça, dans votre livre, vous dites entre autres de faire un exercice qui s'appelle en fait expérimenter le pardon, écrire une lettre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exercice-là qu'on pourrait proposer à nos membres pour, dans le fond, formuler, désirer
de formuler le pardon envers un ex ou envers soi peut-être aussi. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est que les gens n'ont peut-être pas pardonné un ex ou une rupture ou une relation qui s'est mal terminée. J'ai beaucoup aimé cet exercice-là de la lettre, donc... Alors le truc, c'est que j'en ai un dans chaque livre. Ils sont tous les deux différents puisque je n'aime pas radoter. Et j'avoue, et comme entre-temps j'en ai inventé plein, j'ai un peu oublié ce que j'ai mis. Mais donnez-nous-en un, n'importe lequel. mais avant de parler de cette lettre, j'ai envie de parler de la notion de pardon. Mhm. Parce que quand je suis en colère contre mon ex, donc d'abord, la vraie question, c'est contre qui suis-je en colère? C'est toujours la même histoire. C'est jamais, faut jamais se contenter la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est encore qui se cache, à qui s'adresse cette colère. Ensuite, il faut savoir que si je suis en colère, dans le ressentiment, ce qui est un peu la même famille, c'est comme si je mettais sur ma tête un arrosoir de crottes et que je me le déverse. Parce que quand je me dis, ouais, toi, je te déteste, ou alors j'aimerais qu'il t'arrive les pires malheurs, l'autre, il est à des années-lumière de ça. Mm. Et donc, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est à vous que vous parlez. Et vous n'êtes jamais en colère contre vous. Vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous a blessé, et vous projetez cette colère sur vous, parce que parfois, c'est peu avouable d'avoir cette colère à l'égard de ce membre de la famille. Parce que dans mon milieu catholique, ou dans mon milieu ceci ou dans mon milieu cela, ça ne se fait pas. On ne peut pas toucher aux saints cheveux de telle personne. Donc comme j'ai pas le droit d'être en colère parce que c'est ma mère, ou parce que c'est le patriarche, ou pour mille raisons, cette colère, je la projette sur moi. Et donc, quand je décide de pardonner, d'une certaine façon, c'est le début d'une chaîne de pardon. Parce qu'une fois que j'ai remonté tous ceux à qui j'en veux, qui m'ont fait du mal, que ce soit d'abord mes ex, mes patrons, mes petites copines, que j'écoutais pendant des heures, et le jour où elles ont trouvé quelqu'un, bah, je pouvais crever la bouche ouverte parce que je ne comptais plus, elles avaient trouvé. Même si j'écris des lettres à tous les gens qui me font mal, la lettre, la vraie lettre, elle est à écrire, à votre avis, à qui? À soi-même. Oui, ça c'est après. Ouais, ok. C'est après. Mais elle est d'abord à écrire aux personnes qui nous ont fait le plus de mal. Et qui sont les personnes qui nous ont fait le plus de mal, généralement? Ben, les parents et les ex, peut-être. Les ex d'abord, qui sont le reflet de notre éducation, Mm. mais surtout les personnes de la famille qui n'ont pas été bienveillants. Par exemple, moi je vois très souvent, parmi les membres de la fratrie, je vois très souvent celui qu'on a placé, euh, chez la grand-mère, parce que on pouvait pas s'en occuper, c'était le premier enfant, on avait dû se marier à cause de cet enfant, et donc ça a été l'abandonné. Mais parfois, je croise le frère ou la sœur de l'abandonné qui se sent coupable. Surtout que l'abandonné était un peu moins sexy, un peu moins doué à l'école, et finalement l'abandonné n'a pas eu de chance. Alors moi qui ai tout réussi, quand je vois comment le frère ou la sœur du même sexe que moi, en général ça marche plutôt avec les mêmes sexes, mais comme il n'y a pas de règles, de toute façon tout ça peut se discuter, et ben je peux ne pas m'autoriser parce que justement j'ai été le nanti. Donc tout ça n'est pas simple. Alors l'idée de la lettre, c'est déjà d'identifier la personne qui nous a fait le plus de mal, et si je remonte à la source, bah c'est mieux, parce que j'évite de passer par des intermédiaires. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme on dit. Et une fois que j'ai identifié, alors je peux écrire à mes ex, de toute façon c'est la première couche, mais si je veux aller au bout, c'est vraiment bien d'écrire la seconde couche. En sachant que parfois, la lettre ne résout pas, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai besoin de la colère, parce que si j'avais plus de colère, je me trouverais bien embêtée. Parce que peut-être que je pourrais mettre un peu de lumière, non? Non, ça va bien. Il me semble que c'est un peu sombre ici. Bon, je vais voir la différence, on va regarder. D'accord. Bien. C'est pas mieux? Ah oui, probablement, oui. C'est bon. On s'habitue à l'ombre. Mais quand la lumière est là, on se dit, hein, j'aurais pu le faire plus tôt.
Ça n'avait pas de contre-jour, ça va? Non, ça va. On Ok. voit bien, là. Qu'est-ce que je disais, du coup, j'ai oublié. Ah oui, la lettre, c'est La ça. lettre, oui. Donc, en fait, l'idéal, c'est de remonter à la source, mais c'est pas forcément le moment. Ah oui, j'ai besoin de ma colère. Oui, exactement. J'ai besoin de ma colère probablement comme une justification ou de se protéger pour pas entrer en relation. Là, c'est une excuse. Parce que je fais couple avec ma colère. Mhm. Eh oui, parce que ma colère, c'est ce sur quoi je me suis construite. Et ça peut être aussi une forme de tuteur. Un peu comme dans les pépinières, les lierres qui grimpent, ou sur un framboisier, j'ai un tuteur, et je grimpe autour. Mais si on m'enlève ma colère, c'est comme si on m'enlevait ma béquille. Et donc, ma colère, elle a un sens. Et c'est probablement une des choses les plus difficiles à remplacer. Parce que quand j'étais enfant et que j'ai subi le trauma, j'étais seule avec ma colère. Et j'imaginais des possibilités, des sorties, des évasions. Et cette colère-là, elle était, d'abord, je subissais probablement l'injustice. Et j'étais pas accompagnée dans ma colère en retour. Au contraire, je recevais encore plus de violence. Mhm. Et si j'ai pas été accompagnée dans ma colère, et j'en parle en connaissance de cause parce que la colère, je connais bien. Et si j'ai pas été accompagnée dans ma colère, d'une manière ou d'une autre, si j'ai pas déprogrammé ma façon de fonctionner, c'est pas simple. Et très souvent, quand je commence à parler avec des gens, puis tout à coup, genre, oula, tu comprends, ta, 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 et je dis, oh là, oh là, oh là. Et alors, évidemment, quand on est à l'extérieur, même si on sait pas ce que c'est que la colère, on le voit tout de suite. Et moi, j'ai en plus une espèce de septième sens pour ça. Et j'explique aux gens qu'entre l'autre et moi, bah, il y a la colère. Donc il faut déjà passer sur le cadavre des ex, passer sur le cadavre des fantômes éventuellement, passer sur le cadavre des blessures et accessoirement sur celui de la colère. Et la colère, ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est facile. Quand quelqu'un est en colère, c'est plus facile de traiter la colère que de traiter la soumission. Parce que la colère est une énergie, même si la soumission en est une. Ce que je constate, alors ça dépend où on en est dans sa colère aussi. C'est difficile de généraliser, parce que chaque configuration est différente. Mais les gens qui sont trop en colère, je peux rien en faire. Et les gens qui sont trop soumis, l'idée même de sortir des ordres qui ont été installés, enfin qui ont été mis en place, pour eux, c'est oh, je pourrais jamais dire ça, je pourrais jamais faire ça. Bon bah, reste comme ça alors. Et parfois il faut du temps. Et il faut du temps. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal au début avec le temps, parce que je vois le temps qu'on perd. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je travaille tous azimuts sur tous les plans, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre du temps. Et que c'est tout de suite. Il ne faut pas discuter. Mais derrière, il faut avoir les outils. C'est pour ça que, pour moi, les outils, ils sont de réussir sa vie professionnelle, sa vie amoureuse et son rapport à soi. Okay. Et ça s'incarne comment? Incarner la chair dans le corps. Et donc, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc là, on est sur le front du célibat. Mais finalement, une fois que j'ai les ressources et que je les mets en place, c'est la même chose dans tous les domaines. Il n'y a plus de temps à perdre du temps. Action. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, tout de suite. Voilà, c'est ça. Je vais pas écrire mes lettres. Hein. Donc, dans les lettres, on va écrire, par exemple, à notre sœur ou peu importe, comme vous dites, là, la personne qu'on aura identifiée. Toute la personne, même s'il doit écrire 30 lettres. C'est pas Et grave. on écrit quoi? On écrit toute la colère, toute la tristesse, toute la jalousie qui sort de ça. Et on va libérer tous nos sentiments, dans le fond, pour écrire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a effectivement tout écrire. Et la situation, une des situations, c'est d'après, une fois qu'on a bien craché sa colère, arrivent les souvenirs positifs. Et quand j'ai les souvenirs positifs, alors je suis en paix. Mais parfois, ça prend des années à écrire ces lettres. Et là, je peux effectivement brûler la lettre dans un trou que je vais creuser dans la nature. Et avant de la brûler, dans une je suis pas certaine que celle-là je l'ai dite, c'est pour ça que je l'ai dit en fait, parce que je pense qu'elle n'est pas dans les livres. Mais je sais plus, donc comme je sais plus, c'est pas grave si je radote. Parce que je vais rajouter des éléments, dans la façon de le dire, je vais rajouter des choses. Avant de la brûler, je vais lire ma lettre, entre guillemets, adieu à l'univers, aux énergies du monde, aux fleurs. Oui. Et je vais dire, à la fin de la lecture, alors en général, on prend une photo. Je prends une photo pour écrire ma lettre, pour me souvenir des gens aujourd'hui. Et je prends cette photo quand je lis la lettre, et je dis, est-ce que cette lettre te ferait du bien? Et là, j'ai une réponse qui va me venir.
Wow. Ça peut être une question qu'on pose dans un stage de chamanisme, et vous avez Ma Prémo qui est très bien chez vous, qui donne des stages dans les Laurentides, qui habite du côté de Québec, et elle fait ça beaucoup. Parce que dans les stages de chamanisme, souvent, on a des informations qui nous viennent. Alors, est-ce que cette lettre te ferait du bien? Et si oui, ben je l'envoie. Alors, avec le temps, j'ai tendance à penser que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'envoyer une lettre, parce que toutes les personnes que j'ai pu coacher, qui ont dit, qui ont craché, qui sont énervées, au mieux, les parents ont dit avec des airs un peu, bah, on savait pas, on s'est pas rendu compte, parce que du coup, ça les oblige à se remettre en cause. Au mieux, et on est désolé, mais ils sont impuissants et ils peuvent rien faire parce que le trauma, il a eu lieu dans l'enfance. Donc ici, intellectuellement, tout est clair, mais dans le cerveau du crocodile, il est beaucoup moins clair. Et enfin, dans le souvenir du cerveau du crocodile. Et très souvent, les parents sont âgés, les personnes ne comprennent pas ou sont dans le déni. Et finalement, c'est une perte d'énergie. Mais c'est ce que je dis parce que cette lettre, j'ai écrite il y a 10 ans à peu près. Et c'est vrai que j'ai eu des réponses. Et j'ai eu des réponses. Et le souci, c'est qu'avec le recul, je pense que les parents ne savent pas quoi faire de ça. C'est pour ça qu'il me paraît bien de la brûler directement, de la couvrir de miel organique, là, et de dire aujourd'hui et à jamais, sur notre relation, je mets de la douceur. Aujourd'hui et à jamais, sur notre relation, je mets de la douceur. Tu vois que tu ne savais pas ça. Waouh, c'est super, j'adore cette phrase-là, ouais. Et ça, en fait, c'était la version ancienne que j'avais, que j'ai corrigée donc dans les livres. Et là, ça vient de me revenir que y a moyen de moyenner, c'est-à-dire de faire les deux, en fait. Et puis il y a aussi le fait d'écrire cette lettre et de s'en écrire une à soi-même, effectivement, et d'écrire la lettre de la personne qui a tellement de choses à nous dire. Parce que finalement, si je regarde bien, je vais me comporter avec moi-même comme mes parents ou les personnes qui m'ont fait du mal se sont comportées avec moi. Si par exemple j'ai été à l'orphelinat parce que j'ai été abandonnée, à une époque où j'ai coaché beaucoup de personnes adoptées, les plus jeunes étaient trentenaires, et c'était pas du tout la famille petite maison dans la prairie. C'était une adoption pathétique. C'était une adoption exactement comme si j'étais née dans cette famille. Donc malheureuse. Franchement, ce qu'on pourrait croire, oui. Et ben les trentenaires, alors après évidemment plus les gens sont âgés, plus c'était difficile parce qu'il n'y avait pas d'adoption, parce qu'il y avait des familles d'accueil qui à l'époque étaient beaucoup moins contrôlées qu'aujourd'hui. Donc si par exemple j'ai été maltraitée par une famille d'accueil, abusée, alors soit abusée verbalement, sexuellement, tripotée, que le garçon de ferme à côté, ça c'est très fréquent. Mais surtout le truc le plus fréquent, c'est d'avoir servi de bonne à tout faire. Ça, c'est l'abus le plus fréquent que je vois, d'avoir été à la fois chauffeur de taxi, plus jeune cendrillon, femme de ménage, et puis cuisinière, babysitter de la fratrie, des enfants, des enfants, des personnes qui me prenaient en famille d'accueil. Donc, si j'ai été dans cette posture-là, ou si j'ai simplement été le vilain petit canard de ma famille, je vais avoir tendance à me traiter comme j'ai été traitée. Et quand c'est pas moi qui me traite comme ça, je vais trouver plein de personnes autour de moi qui vont me traiter comme ça. Dans mon milieu professionnel, dans mon milieu amical, voire avec mes enfants, qui incarnent la perversion de leur père ou de leur mère, qui parfois me traitent, les fils traitent leur mère comme leur père traite leur mère. C'est pour ça que c'est pas transgénérationnel par hasard, c'est-à-dire que là d'où je viens, et il y a aussi, et là où je fais des enfants, comment est-ce qu'ils sont mes enfants? Donc j'ai tendance à mal me traiter, et finalement recevoir la lettre de quelqu'un qui me dit que je suis quelqu'un de formidable, que j'ai plein de qualités, et même qui me dirait par exemple, parce que je pense qu'il y a une grande liberté possible dans ces lettres qu'on s'écrit, mais qui me dirait par exemple, en me lâchant, j'écrirais par exemple, je m'en veux parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas été à la hauteur, etc. Finalement, une fois que la lettre m'arrive par la poste, celle-là, il faut la poster. C'est peut-être la seule On se l'envoie par la poste. En fait, c'est une lettre positive envers nous-mêmes qu'on s'envoie par la poste, c'est ça? Oui, mais là, je suis en train d'élaborer, en fait. La lettre positive, nous-mêmes, c'est facile à écrire.
OK. C'est parfois un peu surfait. Donc là, vous disiez, je dois écrire... Et là, j'étais en train d'élaborer, parce qu'en fait, là, je dis des choses que j'ai jamais dites, parce que je les élabore, donc je dis, si j'étais en train de me dire toutes les fois où je m'en suis voulu, toutes les fois, ouais, j'aurais dû pour machin faire ça, j'aurais pas dû, j'aurais dû choisir ça, etc. Je suis dans les regrets, donc, ok, t'aurais dû, maintenant, action. Maintenant, il y a plus de temps à perdre, à perdre du temps. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est finalement, quand je vais dire j'aurais dû, t'aurais pas dû, parce que tu vas te dire tu, dans la lettre, on se dit tu. Mais qui parle là, en vrai? Qui me faisait des reproches? Qui me disait que j'étais jamais à la hauteur? Qui, quoi que je fasse, me traitait toujours mal? Et là, tout à coup, je comprends que je me traite comme j'étais traitée par mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma grand-mère. Mais c'est différent de l'entendre intellectuellement quand je le dis. Parce que là, si je décortique pas tout le processus, je suis sûre que même au moment où je suis en train de le décortiquer, tout le monde a compris. Il n'y a même plus besoin de lire la lettre négative. Parce que je suis en train d'élaborer, c'est là. Et en fait, c'est qui parle quand je parle, puisque c'est une partie de moi qui parle. Ça me touche beaucoup, Bénédicte, ce que vous dites, parce que, oui, ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai de l'écrire au-dessus. C'est nous qui l'écrivons, bien sûr, puis on va chercher ce qui est vraiment profond en nous. Et c'est ce que j'aime, c'est ce qui est bon, puis c'est là, je me disais, je le faisais en même temps un peu, et de me dire, oh là là, ok, ben probablement que des reproches, ce sont plusieurs reproches que mon ex me faisait. Attends, là, j'ai les yeux qui sont mouillés, là, je suis en connexion avec la petite fille blessée avec toi. Mais c'est vraiment ça, puis je le vois, moi je suis contente parce que j'ai fait ce pardon-là à moi-même et ces lettres et tout ça. Puis je me dis, c'est vrai, c'est tellement ça, parce que les reproches que j'avais à me faire et que je me suis libérée. Attends, tu retournes dans la tête, là. Ouais. Qui te faisait des reproches quand tu étais petite? Quand j'étais petite, peut-être les parents. Peut-être ou sûrement? Sûrement. Mais ce que je me serais écrit dans la lettre aujourd'hui, ce sont des reproches que moi, je relie beaucoup à mon ex. Attends, derrière ton ex, il y a tes parents. Ou il y a ton histoire familiale. Si on veut aider les gens, il faut revenir à la source. L'ex, c'est la partie visible de l'iceberg. Perdons pas de temps avec l'ex. Qu'est-ce qui te faisait des reproches quand tu étais petite? Ton père ou ta mère? Ça devait être ma mère. Et aujourd'hui, elle est toujours vivante? Oui? Et elle te fait encore des reproches? Non, elle est toujours craintive, en fait. Pour moi. Positionnée. Et est-ce qu'elle faisait des reproches à toi seulement ou t'avais des frères et sœurs? Ouais, aux sœurs aussi, oui. Aux sœurs, mais pas aux garçons. On n'avait pas de frères. Ah. Donc vous étiez combien de filles? 3 filles? 3 filles. Et elle faisait des reproches à tout le monde ou il n'y en avait pas une qui était un petit peu plus privilégiée? Ah, ben c'est sûr qu'on a toujours l'impression qu'il y en a une qui est plus privilégiée et ce n'était pas moi. C'était pas toi, on est d'accord. Et oui, parce que la personne qui sait... Voilà, je m'arrête là, je vais pas t'embêter plus. Mais ce que tu me dis là me permet d'aider les gens derrière. C'est ça. La personne qui est le vilain petit canard, ou qui est le punching ball, ou qui est celle qui subit les reproches, c'est celle-là même qui va aller chercher des partenaires amoureux, et c'est là où je fais venir avec ton ex, qui vont la traiter de la même façon. Et probablement que ta mère, elle avait elle-même tes reproches, soit de ton père, soit de sa propre mère. Oui, sûrement. Sûrement ou... Je pense que oui, probablement de ses parents. Là. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que le parent qui a subi la maltraitance ou l'abus au sens large, il n'y a pas de petits traumas, il n'y a pas de petits abus, ce parent-là, il va choisir un de ses enfants, surtout si on est dans le féminin, donc c'est encore plus simple, il va choisir un enfant punching ball et un enfant qui sera quand même légèrement piédestalisé. Ce qui fait que la partie de ce parent qui n'a pas été aimé va être investie sur l'enfant piédestalisé qui va en général mieux s'en sortir. Je dis en général parce que parfois, on peut avoir été tellement investi qu'on va au contraire dire ne t'inquiète pas, t'as souffert, moi aussi je souffre. T'as souffert avec papa, grand-maman a souffert avec grand-papa. Et ben moi je souffre que dans ma génération, j'ai pas de mec et j'ai pas d'enfant. J'ai 42 ans et demi, je pense à l'insémination. Tu vois, je grandis dans mon espace. Ouais. Et donc, le parent qui a vécu le maltraitance va souvent utiliser un de ses enfants comme punching ball, généralement celui du même sexe. Mais il y a parfois des mécanismes qui se font qu'on ne peut pas généraliser, mais c'est quand même quelque chose que je vois très souvent. Et va donc projeter sur l'autre enfant la partie d'elle-même qui aurait idéalisée. Et ce qui se passe aussi, c'est que le parent qui surinvestit son enfant, donc qui ne fait pas de reproches, va lui demander de se comporter très souvent comme la mère
bienveillante qu'elle n'a pas eue, qu'il n'a pas eue, ou le père bienveillant. Et donc, beaucoup de femmes se retrouvent avec la mère de leur mère. Ah oui, c'est bon. Ce n'est pas le cas des vilains petits canards, qui eux s'autoflagellent en rencontrant des partenaires qui leur font revivre la maltraitance de l'enfance, parce que mieux dans l'enfance, mieux valait être maltraité, mais être vivant. Ah, j'ai mal, mais qu'est-ce que c'est bon, je jouis. Ah non, mais si je jouis, ben oui, mais là au moins je suis contente. Que de ne pas exister du tout. Et quand je n'ai connu comme modèle que les reproches, alors c'est temps, comme il n'y a pas de petit trauma, j'ai pas eu besoin d'avoir été traitée de tous les noms d'oiseaux pour avoir vécu des reproches. Il suffit juste que j'ai dit, ah oui, mais c'est ce que m'a dit une fille que j'ai coachée hier. Elle me disait, ah oui, mais Suzanne, avec Suzanne, j'ai changé de prénom. Avec Suzanne, on sait comment ça se passe. Ça suffit. Oui, forcément, c'est encore à Suzanne que ça arrive. Donc c'est pas genre tu t'es vu, t'es moche, tu pues, t'es grosse, t'es petite, t'es grande, t'es tout ce que tu veux, t'es trop solide, t'es pas assez cela. C'est ah ben oui, c'est Suzanne. Une petite phrase qui revient mais qui détruit tranquillement, hein. Ou alors ça peut être quelque chose de ça c'est un truc d'ex, ça. Ça commence comme ah bon, tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors tu mets le contraire. Ah bon, tu t'habilles comme ça? Donc c'est l'histoire de la mère qui offre à son fils une cravate rouge et une cravate verte. Il offre la verte, puis elle fait ah, tu n'aimes donc pas la rouge? Alors le lendemain, il met la rouge. Ah, je vois. Tu n'aimes donc pas la verte. Donc le surlendemain, il met les deux, il devient fou. La double contrainte. Voilà. C'est bon, Bénédicte. C'est important d'identifier tout ça. Voilà. Donc la lettre au-dessus, et puis on se l'envoie, on se l'écrit au-dessus, et on se la poste carrément pour la relire, et puis la lettre avec des choses positives dedans aussi. Voilà. Et si ce sont des choses négatives, je me demande qui me parlait comme ça. Parce que parfois, si je me mets en état modifié de conscience et que j'écris cette lettre, ou que je l'écris en ayant bu 3 verres d'alcool pour être sûr de l'écrire, parce que j'arrivais pas à m'y mettre, parfois je peux lâcher des choses et je peux me mettre à pleurer sur moi-même. Ouais. Et si je pleure sur moi-même, je me demande qui pleurait, qui se plaignait. Toujours, il faut toujours relier à l'enfance. Après, c'est un mécanisme, il faut juste comprendre comment se mettent en place les pièces du puzzle. D'accord. Donc là, on a parlé, dans le fond, de nos fantômes, on a parlé du pardon avec la lettre. J'aimerais ça qu'on regarde un peu la répétition des scénarios amoureux, ou ce que nous, on dit souvent au Québec, on appelle ça le pattern. J'ai lu un peu dans votre livre là, comment changer notre pattern amoureux. Il y en a qui sont abonnés à des liaisons dangereuses, hein. Vous avez parlé de liaisons impossibles, de relations toxiques, de relations sans risque, de relations réparatrices, de relations de dépendance et de relations mensongères. Pouvez-vous un peu nous parler de quelques-uns de ces différents patterns amoureux, puis surtout comment on fait pour changer de pattern? Alors déjà, la première chose que je dois faire, c'est de regarder parmi les ex qui ont le plus compté, j'en prends 3 en général, quel est le fil conducteur? Et le fil conducteur, c'est pas ah ben c'est le contraire, non. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'avais ma place? Bien sûr que non. Sinon je serais encore avec. Et de réaliser quel était je vais te dire, quelle était la couleur de ma no place attitude. Oh, expliquez-nous un peu. Alors, j'avais pas de place, parce que dans ma famille, j'avais pas de place, j'étais évidemment un petit canard, etc. J'avais pas de place, et comme j'avais pas de place, je me suis habituée à rencontrer des partenaires qui font passer quelqu'un d'autre avant. Alors ça peut être leurs chiens, leurs enfants précédents, leurs parents, leur passion, leur boulot, peu importe. C'est toujours le même scénario. Et puis le deuxième, il était alcoolique. Le premier, il travaillait beaucoup. Le deuxième, il avait ses enfants qui prenaient tout l'espace. Le troisième, il était alcoolique, par exemple. Et puis il se trouve que j'en ai eu 2 autres qu'on comptait. Ben, il y en avait un, il me trompait. Et l'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, c'est moi qui m'en occupais. C'est moi qui le portais. Donc là, on a à peu près 5 exemples de relations typiques dans lesquelles il n'y a pas de place. Alors, dans le même sac, le sac de l'abus, je vais mettre les dépendances. Donc, toutes les dépendances. C'est-à-dire, l'autre, il était dépendant à la drogue. Alcool, travail. Au travail, au jeu,
Et éventuellement la nourriture, c'est plus rare. Au sexe, peut-être? Sexe, ah bah oui, au sexe, à la partouze, au sexe ou au scénario fantasmatique. Donc t'as déjà, si j'avais un partenaire qui est... Alors attends, ça c'est le premier niveau, l'addiction. Ensuite, je rajoute la colère, les crises, il pique sa crise, ou il fait la gueule. Deux faces d'une même médaille. Ouais, t'as encore fait ça. Ou alors 3 jours sans parler. Le reproche, la plainte. Et je crois qu'il me reste encore quand je porte l'autre. C'est-à-dire que je fais tout. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de sa mère, c'est moi qui envoie les cartes d'anniversaire pour ses sœurs. Je m'occupe de son patron, je reçois son patron, ou c'est moi qui lui cherche un boulot. Je m'occupe de tout son linge, je m'occupe de sa cuisine, je m'occupe de tout. De tout. Je porte tout. Voilà. Donc à partir du moment où j'étais dans la no place attitude, c'est-à-dire que j'avais pas j'étais toujours au service d'une addiction, d'une colère, d'une autre personne, d'une tierce, qui peut prendre une forme très différente. La tierce pouvant être le patron, comme la maîtresse, comme un des parents, ou une activité. Je regarde quelle est la couleur, c'est-à-dire j'identifie quel est le problème, et à chaque fois, comment ça apparaît quand j'ai un problème avec une relation et que j'ai pas de place. C'est quoi la couleur? C'est rose, c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, mais de toute façon, j'ai jamais de place. Et donc là, évidemment, ça nous renvoie toujours la même chose. C'est que je vais donc... le problème, c'est que je vais identifier, je vais dire, là, je veux plus d'un alcoolique. Et l'autre d'après, il sera pas alcoolique. Elle sera peut-être... Tiens, il y a un film qui est pas mal, ça s'appelle... j'ai oublié le nom, c'est un film américain sur la dépendance sexuelle. Il n'y en a pas 50, il y a Gwyneth Paltrow dedans. OK. Je l'ai pas en tête non plus, mais... Si je l'ai vu, c'est vachement bien. Et lui, il est repenti du sexe, ça fait 5 ans qu'il est sobre. Et elle, en fait, elle bouffe que des graines. Donc, elle est complètement accro au sport, elle fait 5 heures de sport par jour, elle bouffe que des graines germées, quoi. Alors, ce qui est pas mal de manger des graines germées, mais 5 heures de sport plus des graines germées plus un état de célibataire, on est encore dans une force. Et il lui dit à un moment donné, mais tu t'es vu, toi, avec ton alimentation, où elle passe son temps à chipoter dans l'assiette. Alors que les gens qui sont qui veulent être en santé, qui mangent tout le temps des trucs, quand ils sont invités, ça va, quoi, ça ils vont prendre. D'ailleurs, les gens normaux qui accordent beaucoup d'importance à leur santé, les seuls moments où ils craquent, c'est quand ils vont dans leur famille et quand ils sont invités. Mais ils font attention alors soit ils sont invités avec des gens qui mangent la même chose qu'eux, c'est très bien. Mais voilà, mais là, elle était dans une pathologie. Et ce qui fait que c'est très sournois parfois. On ne voit pas où est le problème. C'est ça le souci. C'est ça qui est difficile, justement. Ouais. Mais c'est pour ça que je pars de la non-place attitude. C'est-à-dire, je regarde finalement que c'est moi qui faisais tout, que j'étais au service, et que finalement, j'ai pas été la personne centrale. Là, par exemple, j'ai revu au Café de l'Amour une fille que j'ai coachée. Alors, effectivement, elle est sortie du coaching, elle a rencontré un type, et là, elle a un enfant de 1 an. Donc, je l'ai découvert qu'elle avait un enfant de 1 an. Mais en fait, il ne jure que par ses autres enfants. Elle fait 2 heures de transport par jour, et elle porte tout. Et elle n'a pas le droit de parler. Donc, je lui dis, c'est quand même intéressant de voir que tu as trouvé, mais à quel prix? Ah, c'est dur. Je lui dis, tu as été un peu vite, parce que tu avais 33 ans à l'époque. Pour le même prix, tu pourrais en avoir un qui n'avait pas d'enfant déjà. Jusqu'à 34, 35, même 38, on peut trouver des premières mains. Alors évidemment, la première main de 38 ans de l'autre sexe, c'est quelqu'un qui effectivement est en miroir, mais qui a peut-être fait le travail. Ouais. Donc moi je dis, si on peut éviter les familles recomposées, c'est mieux. Parce que du coup, il y a une semaine, il y a les enfants, et une semaine, ils sont tous les deux. Mais là, toute la semaine, les enfants qui passent avant elle. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il vaut mieux se poser les questions avant qu'après. Si, par exemple, elle nous dit qu'on prend la relation impossible dans le pattern amoureux, je vois souvent ça, je l'ai vécu aussi, rencontre des gens qui sont jamais prêts à s'engager. Alors, c'était mon pattern où, oups, je rencontre un homme pas prêt, je rencontre un autre, il y a toujours quelque chose qui sont pas prêts. Il faut que je passe à travers puis que je change ce pattern-là. Comment
Ou encore, j'ai une personne qui m'a écrit, elle dit, je rencontre des hommes à chaque fois. Un était, super gentil, mais un peu trop efféminé. Je suis jamais arrivée à passer par-dessus ça. L'autre était très gentil, mais il travaillait énormément. L'autre, elle dit, à chaque fois, j'ai l'impression d'être près du but d'une relation amoureuse, des hommes que j'aime beaucoup, mais il y a toujours un hic, il y a toujours quelque chose qui va pas. Comment faire pour l'aider à aller plus loin? Puis justement, probablement que ça se rejoint avec les exemples que vous venez de nous dire. Comment changer ce pattern-là? J'analyse, je prends les points communs, comme vous me dites. Ouais, mais la vraie question, s'ils veulent pas s'engager, c'est parce que je l'ai choisi pour ne pas s'engager. Je choisis un homme efféminé alors que je peux pas passer dessus. Je choisis un homme avec lequel la relation est condamnée. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui a du mal à s'engager, c'est que moi j'ai du mal à m'engager. Et si j'ai du mal à m'engager, c'est que je ne m'autorise pas à m'engager. Si je ne m'autorise pas à m'engager, c'est que je me sabote. Si je me sabote, c'est que je suis en loyauté. À qui profite le crime? Quand je me sabote, c'est toujours la même chose. C'est souvent à ça, finalement, aussi, à qui profite le crime. Parce que, dans le fond, je suis pas prête. Ou si je m'en... Non, j'y prends pas une seconde. Non? Tous les gens veulent tous être heureux en amour. Tous. Et quand ils veulent pas être heureux, je les rencontre pas. Et ils sont pas en train de regarder le programme. Non, et ils disent, c'est ce que j'ai conseillé à quelqu'un que je coachais ce matin, je lui ai dit, tu sais, je crois que ce serait bien que tu fasses un petit peu relâche. Je lui ai dit, arrête là. T'as pas oublié ton ex. Parce qu'en fait, je le recoachais parce que la fille lui avait envoyé des textos. Alors qu'ils avaient coupé. Ils avaient coupé. Et je lui dis, là, tu enchaînes de femme en femme et elles sont toutes sur le même modèle. Elles te mettent toute la pression d'une manière ou d'une autre. Arrête les femmes. Arrête les femmes pendant 3 mois. Refais-toi une santé, une virginité. Un peu comme t'es jachère. Comme chant. Complètement. Et ça fait du bien. Moi, j'ai fait ça pendant 9 mois, une année, il y a longtemps. Mais du coup, ça calme. On perd l'habitude. Et depuis, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait ça pendant 9 mois. J'avais complètement zappé. Et puis, à partir de ce moment-là, bon, j'ai eu encore quelques erreurs, mais j'ai eu que des relations longues et construites. J'ai plus d'histoires. J'avais arrêté parce que j'avais enchaîné plusieurs débuts d'histoire qui n'avaient pas fonctionné exactement comme la fille dont on parlait là. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, à chaque fois, je me ramasse, c'est bon, j'arrête les hommes. Et quand j'ai redémarré, j'ai eu 2-3 histoires avant de trouver le bon. Des histoires longues, sérieuses. Enfin voilà, c'était, je m'étais encore trompée parce que je m'étais pas autorisée à tout avoir. Mais et plus jamais j'ai eu des débuts d'histoires foireux avec quelqu'un qui dit mais qui dit pas, qui revient mais qui revient pas, qui avec son ex qui revient. C'était fini. Après, c'était juste des histoires que j'arrêtais parce que j'étais allée trop vite parce que j'ai quand même envie d'avoir un partenaire. Mais si j'avais repris le temps, si par exemple je fais abstinence pendant quelques temps et que je retourne sur le marché, ça dépend de l'âge que j'ai, de mon envie d'enfant, ça, et que finalement, là encore j'élabore, et que finalement je me rends compte que je rencontre encore des types qui veulent pas s'engager, c'est que j'ai pas réglé quelque chose. Donc parfois il vaut mieux calmer le jeu. Alors attention, si je calme le jeu et que je ne travaille pas sur moi, je peux recommencer 2 ans après. Ça va? Oui. Ouais, c'est sûr? Oui, c'est bon, j'écoute en même temps. Qu'est-ce qui monte là? Je rêve ou il y a quelque chose qui s'est passé? Non, j'essaie de me concentrer et de suivre les... Vite. Non, ça va, ouais. D'accord. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, oui, parce que comme j'élabore, je me dis c'est bien ces choses que j'ai jamais dites. Alors c'est bien. Les gens aussi, ils regardent le programme pour ça, pour pas que je dise ce que j'ai déjà dit dans différents sommets. Et je pense que c'est chaque fois que je rencontre des mauvais patterns, c'est que je dois me remettre en cause. Et c'est bien de faire un peu le point, de me poser et de voir en quoi ces patterns-là étaient en lien avec les patterns précédents. Qu'est-ce que ça m'apporte dans le fond comme bénéfice si je reproduis ce pattern-là, puis c'est pour ça que je continue, mais Quel est mon bénéfice caché et qu'est-ce que je revis de l'ordre de la maltraitance qui m'a malheureusement structurée. Ici, j'ai tout compris, mais ici, j'ai 5 ans. Ah oui, effectivement. Puis j'ai l'âge de mon trauma. C'est bon. Donc, se poser les vraies questions avec le pattern, faire les liens avec nos dernières relations pour vraiment faire out. Puis justement, la bonne suggestion que vous nous faites, c'est de prendre une pause complète, probablement. Je pense que c'est une très bonne idée pour libérer tout ça. Il y a peut-être aussi embarqué dans un autre sujet, mais qui a un lien, c'est la résistance. Parce que... Ah oui, ça c'est toujours ce que je mets en place parce que
Si jamais demain j'étais heureuse en amour, si j'avais le boulot de mes rêves, la vie de mes rêves, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et c'est aussi une façon de rester. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir. Vraiment, si je ne sors pas de ma zone de confort, il va rien se passer. J'ai coaché une fille qui vit en Algérie, qui est un pays un peu difficile. C'est quand même dur pour une femme de 40 ans, célibataire, qui vit bien sûr avec sa mère. Parce qu'en général, à 40 ans, les pères sont morts, les mères sont toutes seules. Et tous les frères et sœurs sont mariés. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle choisisse. Parce que si elle continuait comme ça, elle serait vieille fille, et elle n'aurait pas d'enfant. Et c'était encore possible. Mais il fallait probablement qu'elle renonce à un Algérien, au risque de déplaire à ses parents, et d'aller chercher dans une communauté... parce qu'un Algérien qu'elle va rencontrer aujourd'hui, soit il est marié, soit il est divorcé, et quand on divorce en Algérie, quand on a vécu là-bas, c'est qu'en général, il y a un vrai problème, quoi. On divorce pas comme ça en Algérie. Pour faire très court, elle a commencé à me dire, je m'oblige à faire chaque jour quelque chose d'inconfortable. Ça me coûte, mais quand je l'ai fait, ça me libère. Et du coup, le mot libérer me dit, au fond, le gros souci, c'est que souvent, nous ne sommes pas libres, parce que nous sommes tellement programmés par notre histoire familiale que nos patterns nous apparaissent comme quelque chose de naturel. Et finalement, nous ne sommes pas libres dans le boulot, nous ne sommes pas libres dans notre relation avec le sexe qui nous intéresse, et nous ne sommes pas non plus libres dans notre relation à nous-mêmes. Et nous ne faisons que reproduire la prison de l'enfance. Parce que dans l'enfance, j'étais en prison, mais au moins c'était confortable. Je savais ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, si je suis en résistance, c'est parce que j'ai peur de bouger. J'ai peur de bouger parce que si je bouge, c'est un risque. Au-delà de à qui profite le crime, si je bouge, je suis perdue, je n'ai plus de repères. C'est comme aussi un exemple que j'entends souvent des femmes au Québec, vous savez, vous les connaissez les Québécoises, dire moi je pense que je fais peur aux hommes parce que les femmes au Québec, on est qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là qui pensent faire peur aux hommes, c'est pour ça qu'ils sont encore célibataires? Alors c'est vrai qu'au Québec, les hommes ils sont un peu traumatisés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se marient, qui font des enfants, qui sont heureux ensemble. Donc si c'était le cas, toutes les femmes qui sont un peu dans qui donnent leur carte d'affaires, qui sont un peu dans la business attitude et tout ça, toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui sont un petit peu actives, n'auraient pas d'homme dans leur vie. C'est pas vrai, puisque le modèle québécois, c'est une femme active. Et une femme qui a envie d'avancer de toute façon. Donc c'est pas vrai, c'est une croyance. Et c'est une croyance que je me donne, parce que ça m'arrange de penser que c'est la faute de l'autre. Oui, il a peur. Moi, parfaite. Moi, je suis super gémie, je suis parfaite. Mais lui, il a peur, c'est un avorton. C'est ça. Moi, je suis une femme forte, j'ai plein de choses, j'ai une vie remplie. Donc, ça fait peur aux hommes. Mais en fait, c'est une résistance. C'est notre attitude qui va faire peur et qui va bien nous arranger dans ce qu'on veut. On va se complaindre. C'est une attitude aussi où j'occupe l'espace, une attitude de colère dans laquelle j'occupe l'espace. Et en fait, j'occupe l'espace que j'ai pas occupé petite ou petit, enfin petit, puisque c'est plutôt les femmes qui font peur aux hommes que le contraire. C'est rare les hommes qui font peur aux femmes. Enfin, les hommes, je veux dire, je parle pas des céréales, machin. Et donc, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je leur fais payer à ces hommes dans ma colère? Qu'est-ce que je règle comme compte en disant ça? Et une fois de plus, retour dans l'enfance. J'aime ça. Puis j'ai aimé quand vous avez dit aussi, si on parle aux hommes, c'est vrai qu'au Québec, les hommes sont un peu mal pris là, avec les femmes qui sont un peu, c'est ça, qui sont devenues très féministes ou qui s'affirment, qui ont leur vie, leur condo, leur auto. Puis c'est vrai, j'en entends souvent des amis, des hommes qui disent, on ne sait plus comment prendre la femme au Québec. Si on la séduit, elle va nous trouver trop macho. On la séduit pas. Quel conseil on pourrait donner aux hommes ici au Québec Je leur conseille d'aller faire du tantra avec Ma Prémo,
Et éventuellement, alors parce que c'est quand même au Québec qu'on a inventé les groupes d'hommes, mais le problème des groupes d'hommes, enfin, je vais pas rentrer dans le détail sur les groupes d'hommes au Québec, mais ce que je vais, bon, moi j'irais plutôt faire un groupe d'hommes ailleurs, aux États-Unis, sur une île, un groupe d'hommes européens sur une île à Saint-Domingue, etc. Euh, un groupe où j'apprends pas à me protéger de la femelle hystérique, pas un groupe dans j'invente des stratégies pour contrer l'aliénation, mais un groupe où je suis un homme dans mon bas-ventre et où j'apprends à prendre ma puissance. Et moi, j'irais presque faire un groupe dans le désert avec un Suisse qui reçoit des Québécois en Europe, ou alors j'irais chercher aux États-Unis. Parce que la problématique du Québec est telle, avec les hommes et les femmes, que c'est vraiment spécifique au Québec et que j'ai remarqué que, enfin, voilà, je pense que ce serait mieux de faire un groupe, c'est pas loin, hein, d'aller aux États-Unis, parce que comme c'est pas la même problématique, comme le féminisme n'est pas le même, le rapport au masculin est différent. Et comme c'est un peu loin et un peu cher de venir en Europe, alors que Montréal c'est tout près de New York, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est ça que j'ai envie de dire. Un groupe où il y a des mecs ensemble. Je dis ça parce que ma Primo, elle fait des groupes de femmes, alors elle travaille peut-être avec un homme. Dans ce cas-là, ça règle la question. Mais tous les groupes dont j'ai entendu parler, etc., le travail sur le corps est pas très important, ou alors c'est fait par des gens qui sont dans le business, ou alors il y a toujours en arrière-fond la garce de québécoise, pour pas se faire avoir. Ouais. C'est pour ça que je suis très, très, très nuancée, et que je pense qu'en allant dans un autre pays, on sort de tout ça. Parce que être un homme, c'est être un homme dans n'importe quel pays du monde. C'est pas être un homme avec la fille qui a son condo, c'est être un homme avec n'importe qui. En plus, d'ailleurs, ce que j'ai vu aussi au Québec, c'est qu'il y a tellement, tellement d'ethnies, et que maintenant, ça se mélange quand même de plus en plus. Quand je vois que Montréal, ça parle toutes les langues. Donc peut-être que je peux changer d'ethnie aussi, hein, si je vois que, d'ethnie ou d'origine culturelle. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à, alors évidemment, si c'est pour retomber chez une musulmane avec lequel il va falloir que je sois encore dans la transgression, etc., c'est pas la peine non plus, parce que sinon c'est la même chose qu'une Québécoise. Mais moi, je crois pas du tout que la plupart des Québécoises soient des viragos violentes. En tout cas, celles-là, il faut les fuir. Les fameuses germaines. Ouais. J'ai vu beaucoup d'hommes dans mes groupes, dans mes conférences, tout ça, qui étaient des types prêts à s'engager. J'ai vu beaucoup de femmes qui étaient plutôt des filles sensibles et à l'écoute. Et le cliché québécois, il existe. Il existe surtout sur les sites de rencontres, mais il faut bien se dire une chose, c'est que quand l'homme est prêt, la femme est là, et quand la femme est prête, l'homme est là. Et à ce moment-là, quel que soit l'endroit, c'est pas un souci. Mais si je suis célibataire depuis trop longtemps, et que je rencontre quelqu'un d'étranger dans un autre avion, dans un autre aéroport, là, je suis dans le sabotage. Parce que dans la vraie vie, si je rencontre un Australien à l'aéroport de Tokyo, et que je pars vivre avec à Tokyo, qui vient vivre à Montréal, non, en Australie, pardon, qui vient vivre à Montréal, la vraie vie, c'est ça. L'autre jour, dans l'avion, j'étais en stop à Londres, j'ai rencontré un Indien, et qui était avec une blanche, donc j'ai demandé d'où il, donc lui d'Inde, c'était clair, elle était d'origine brésilienne et vivait à New York. Ça, c'est la vie. C'est la vie quand tout va bien. Mais quand je me sabote et que je commence à rentrer dans le mélange ethnique ou culturel, etc., du pays, là, je peux être dans le sabotage parce que je vais choisir précisément quelqu'un avec qui c'est pas possible. Et ça revient au même que mon alcoolique de tout à l'heure. C'est pour ça que tout ce que je dis est à la fois à nuancer et quand la femme est prête, l'homme est là, et ça peut être une relation qui n'était pas du tout prévue. Et ça peut être quelqu'un que je ne voyais pas. C'est d'ailleurs très souvent quelqu'un que je ne voyais pas. Mais qui, lui, ou elle m'avait toujours vu. Mais quand je commence à sortir de ma colère et des cacas que j'ai dans ma tête, je commence à regarder le monde avec des yeux différents. Du coup, avec mes yeux d'enfant, donc mes yeux innocents. Et pas mes yeux d'enfant abusés. Ah, c'est bon, ça. Puis, peut-être, avant de terminer, je voulais peut-être faire une dernière étape, le dernier diagnostic, où vous parlez de dire, je passe de crispation à ouverture. Donc, comme vous avez écrit à un moment donné dans le livre, si vous écoutez ceci sans rien changer, dans un an, votre situation va être pareille. Alors, vous écrivez, acceptez-le une fois pour toutes, le partenaire idéal ne sonnera pas à votre porte, il ne ressemblera pas à celui que vous imaginez, il ne vous proposera pas forcément la vie dont vous auriez rêvé, mais il émettra sur la même fréquence que vous, il vous respectera, sera attentif à vos besoins et à ceux de votre couple.
Il vous touchera par sa vulnérabilité, par sa force et son envie d'avancer. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, de passer de crispation à ouverture, comment on peut faire ça ou qu'est-ce qu'on est rendu à la dernière étape, si on veut, ou... La crispation, c'est ouah, je suis en colère, j'en ai marre, les hommes sont tous ceci. Enfin, c'est le ramassis de croyances, des reçus, de colère, etc. Et l'ouverture, c'est ça. Alors, en fait, dans la vie, il y a deux postures. C'est soit je suis comme ça, soit je suis comme ça. Mais je peux pas être entre les deux. Il n'y a pas de demi-mesure. Et alors, comment je fais pour être dans l'ouverture? Eh ben, ça passe par le corps. Et je ne peux m'en sortir que si l'idée qui arrive ici, elle rentre dans mon corps, elle s'incarne. Et comment je fais pour aller dans le corps? Ben, je peux faire de la biodanza. Je peux travailler en tantra. Je peux faire du chamanisme. Je peux faire de la danse des cinq rites, de la danse de l'âme, de la zumba. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je peux faire du yoga Kundalini. Mais c'est mieux si je fonctionne avec plusieurs personnes dans un groupe. Je vais dans mon corps. Parce que quand je sors de ma tête et j'apprends à respirer, je peux faire de la méditation. Et je sors de ma tête et j'apprends à respirer. Et ça voilà, c'est vraiment l'idée que ce que j'ai compris rentre dans mon corps. Et si je suis dans mon corps, je suis à l'écoute de mon corps, qui est mon meilleur ami, et qui va m'envoyer des signaux. Attention, il y a un danger, faut pas y aller. Ou alors, waouh, waouh, waouh. Et si j'écoute mon corps, et que je l'écoute au tout début, je vais éviter beaucoup d'erreurs. Mais c'est une posture, ça veut dire, je viens de vivre un moment difficile, le type, il m'a coupé la route. Salaud, je te déteste, ta race d'enculé. Je peux dire ça ou je peux faire. Ok, j'ai pas d'énergie à perdre à l'engueuler. Ouais. Et là, je choisis l'ouverture. Et je respire pour évacuer le stress. Parce que j'ai failli lui rentrer dedans. C'est aussi simple que ça. C'est un choix en permanence, ouais. Vous aviez, je pense, écrit un exercice de foulard. Est-ce que c'est un peu par rapport à ça, par l'ouverture? Ouais, c'est gentil, ça, c'est gentil. C'était quoi exactement? C'est la danse des foulards pour ouvrir le corps. Et je prends plein de foulards et je danse avec mes foulards. Donc il y a un très joli mouvement et ça m'oblige à être dans la posture d'ouverture. Mais je peux faire ça en musique, avec une jolie musique, au choix une musique indienne ou une musique de rock, peu importe, ça dépend si je dois me défouler ou pas. Oui, ça peut être un début, mais c'est nécessaire, mais c'est comme la Zumba. Puisque autant l'homme doit être dans son bas-ventre, autant la femme doit être dans la puissance de son utérus. Donc ça fait partie des portes qui s'entr'ouvrent. Mais pour l'ouvrir grand, il faut aller plus loin. Vraiment. Si on se contente de faire de la Zumba, c'est bien. Et surtout si j'ai déjà une morphologie qui fait que je suis déjà ouverte dans mon bassin parce que je suis d'origine, j'ai du sang africain et que j'ai un sens de la racine que les autres n'ont pas. Ou si je suis blanche mais que j'ai un bon sens de mon bassin, je peux parfaitement avoir mon bassin ouvert, ce qui est généralement pas le cas, heureusement, parce que sinon ça servirait à rien que je le dise. Mais je peux aussi me bousiller ailleurs, donc voilà. Donc oui, c'est bien de le rappeler, mais on peut pas faire l'économie du changement. Ça veut dire la prise de risque, elle est dans son corps. Donc s'ouvrir, c'est ça, d'accepter son corps. L'ouverture, c'est vraiment de travailler accepter son corps, c'est oulala. Non, mais s'ouvrir dans son corps et y aller physiquement aussi dans ses exercices. Y aller déjà là, dans la respiration. Parce que accepter son corps, je pourrais en parler pendant des heures. Ouais. Non, on disait travailler avec son corps pour se libérer, pour s'ouvrir, là, comme vous dites physiquement, là. J'aime beaucoup ça. Je vais terminer avec peut-être quelques trucs en rafale que vous donnez dans vos livres que j'aime beaucoup, beaucoup. Juste les énumérer rapidement. La technique du post-it. Alors, de s'écrire une quantité incroyable de petits post-it. Déjà, faire l'exercice, d'écrire sur chaque feuillet. Tu es formidable, prends soin de toi, tu mérites le meilleur, tu le vaux largement. Et coller tous les post-it dans la maison, un peu partout, sur la table de nuit, dans le frigo, le miroir de la salle de bain. Je trouve que c'est une belle façon de prendre un peu de confiance en soi, peut-être aussi, de nous ramener. C'est exactement comme les miroirs, les foulards. Oui. Ça fait partie des choses qui sont bien, mais il y a des gens, au bout d'un moment, ils ne les verront plus, les post-it. Non, effectivement, c'est des choses momentanées qui peuvent être faites. C'est des choses qui, sur l'instant, recréent une dynamique. Donc, ça crée un mouvement. Et le fait de les avoir écrits, c'est de l'énergie. Donc, ça y est, je suis dans le mouvement. Que je fasse ça, que j'ai de la colère et que je danse en tapant par mes pieds jusqu'à ce que je sois calmée. Je fais quelque chose. Peu importe ce que je fais, même si je le fais mal, mais je le fais. C'est bon. Et c'est ça le début. Le début du changement, c'est prendre conscience, décider, agir, persévérer. Et
100 fois sur le truc remettre son ouvrage, 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. Ça veut dire que je vais refaire jusqu'à ce que je fasse bien. Au début, je vais faire bien mal 10 fois, puis je vais faire mal 9 fois, puis 8 fois. Puis un jour, je vais faire bien, puis je changerai de niveau. Et j'aurai une autre exigence. Exactement comme quand on apprend un instrument de musique, il faut faire ses gammes. C'est bon. Ou un sport. Mais il y a des choses qu'on peut apprendre vite, des choses moins vite. Mais au bout du compte, c'est ce que je dis à toutes les filles qui sont en train qui sont dans des relations de dépendance, dans des relations qui mènent nulle part. Je leur dis, tu vois, tu peux couper maintenant et faire ce que je te dis. Dans 6 mois, tu seras une autre femme. Tu peux aussi rester là-dedans en espérant qu'elle revienne et en rampant comme tu le fais déjà depuis 1 an et demi. Et dans 6 mois, tu seras en train de démarrer ton deuil, tu seras pas une autre femme. Et la fille, parce que je suis encore coachée aussi, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, je lui ai dit, ok, tu veux qu'on s'engage, allez, prenons un appartement et elle à fond. Et il lui a dit un truc du genre, je t'aime, mais je t'aime pas assez parce que tu comprends, t'es une petite fille, alors non. Alors elle a été super blessée, mais elle l'a poussée à bout. Parce qu'avant, c'est elle qui avait peur de lui demander. Et elle a vu qui il était. Et là, elle m'a dit, tu vois, samedi prochain, il est pas là, j'ai encore les clés. Je vais récupérer mes affaires et je lui laisse les clés. Je lui dis, c'est bien. Elle me dit, je morfle, c'est dur, mais je suis sur le bon chemin. Et je lui dis, tu verras. Alors après, je lui ai d'autres conseils pour maintenant passer à autre chose, mais je peux pas tout donner maintenant, mais, je lui ai donné d'autres conseils pour pouvoir profiter de cette période de jachère positivement. Passer à l'action, sortir de notre zone de confort, c'est des trucs. Aller dans son corps, faire attention à ce que je mange, faire une jachère si nécessaire, me faire du bien, me faire masser, moindre d'huile, s'occuper de moi, me réveiller parce que là en ce moment c'est encore l'hiver, hein. Oui, oui, je regarde dehors, là, il y en a aussi haut que 8 pieds peut-être de neige, là, je dirais, là, avec les déneigeuses, là, oui, il y en a beaucoup de neige encore, mais Et dès qu'il commence dès qu'il commence à plus neiger, à commencer à refaire du vélo, à courir, à aller s'inscrire dans des activités, bouger, voir du monde, et se faire du bien, et puis acheter mes livres et pratiquer tout, et puis surtout, il y a plein d'adresses que je donne qui sont des adresses qu'on trouve ici au Québec. ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé vos livres, vraiment, puis peut-être justement 2, 3 petits trucs encore dans vos livres. Vous dites, on peut dire non, c'est parce que non, je peux pas dire tout parce qu'il y en a beaucoup dans vos livres. On n'aurait pas le temps à 1 heure, mais on dit par exemple clarifier votre demande, écrire, visualiser, planifier. Ah ben ça mériterait, ça c'est vraiment avec les outils qu'il y a derrière que j'ai pas tout décortiqué. Là c'est vraiment c'est faire son projet. Exactement. Je veux pas le détailler parce que les gens pourront s'informer, mais juste leur allumer les idées, d'écrire une lettre à l'agence de rencontres cosmiques, c'est une idée que j'ai beaucoup aimée aussi. Donc peut-être que les gens pourront découvrir là, dans vos livres un petit peu tous ces petits trucs-là en rafale. Choisir ceux qui nous touchent aussi, ceux qui nous conviennent exactement. Et puis mon Dieu, je pense qu'on a passé à travers une grosse heure ensemble. Je suis vraiment contente. Il est déjà 11h30 chez nous, donc probablement, je sais plus trop quelle heure. Ouais, on a 1h20. Mais il y a un truc important. Même si vous faites tout ce que je dis, et que derrière, vous êtes encore en loyauté, ça va pas marcher, et vous ne dites pas que c'est parce que je fais de mauvais conseils, c'est parce que vous n'avez pas été chercher là où ça bloquait. Ça, c'est super important. Toutes les lois d'attraction du monde ne marchent pas, ne marchent que si derrière, il y a l'autorisation. Si derrière, il y a l'autoflagellation, ça sert à rien. Donc c'est vraiment important. Vous êtes à 100% responsable de ce qui vous arrive. En amour. Ouais. Il y a des choses qui dépendent peut-être pas de nous, qu'il faut accepter. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Mais, ne serait-ce que de faire tout ce que je dis, après on voit ce qui se passe. Mais la façon dont je le fais, c'est dans quelle énergie je le fais. Ça aussi, est-ce que je le fais dans l'ouverture, est-ce que je le fais dans la crispation? Ouais. Et ça change tout. Donc, elle est plus loin. Oui, par exemple, je coach une fille, je lui dis, mais alors ta lettre, je lui dis, va me la chercher. Ah ben, je l'ai pas mise dans l'enveloppe. La lettre, la fameuse lettre à l'agence de rencontre. Elle l'avait pas mise, j'ai dû lui faire recommencer sa lettre. Elle l'avait pas écrite. Et elle était persuadée qu'elle l'avait écrite. Mais je lui dis, mais c'est normal que tu rencontres que des abrutis qui veulent même pas te rencontrer sur le net. Évidemment, ta lettre, tu l'as pas écrite. Donc effectivement, t'as la rencontre, mais tu vas pas au bout. Ouais. Et voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais si j'avais pas été lui faire chercher l'enveloppe,
On le savait pas. Ah oui. Ah, Donc, parfois, c'est aussi bête que ça. Parfois, c'est beaucoup plus profond, évidemment. ouais, parce que comme on a dû les mentionner, les exemples que les femmes ont l'impression d'avoir réglé, d'avoir être sur le bon chemin, d'avoir tout lu, fait des exercices, tout ça, mais il faut aller plus loin, pour vraiment, on peut pas dire aux gens en ce moment qui nous écoutent, aller chercher telle chose ou telle chose, c'est eux à faire le travail, dans le fond. Oui, et en même temps, parfois, il suffit d'une chose qu'on a entendue 1000 fois, mais la façon dont je l'ai dite, Mm. tout à coup, ça va percuter. Et là, il y a eu une lumière qui a allumé. Voilà. Ah. Voilà, ça s'est allumé. Par exemple, la fille, quand je lui ai dit, elle m'a dit la phrase qui m'a déclenché, c'est quand tu m'as dit, si tu fais pas le deuil maintenant, si tu fais le deuil maintenant, dans 6 mois, tu seras une autre femme. Et ça te paraîtra très loin. Et si tu fais rien, tu resteras la même et tu seras dans la même merde. Elle m'a dit, ça m'a allumé. Et c'est là qu'elle a dit au gars, bon alors on y va. Parce qu'il disait, oui, on s'aime mais on n'est pas ensemble. Ok, on y va. Voilà. C'est ça la phrase qui a Ouais, fait qu'elle a fait le travail. Donc là, si j'ai allumé des gens à plein d'endroits qui exact. font un truc qui va changer leur vie, d'après le reste suit. Mm. Donc il y a à la fois pas de règles et plein de règles. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas simple, mais parfois il suffit d'un truc. Bon, j'avais passé un peu de temps avec elle avant quand même. Oui. Mais le déclic s'est fait. Et parfois le déclic, il fallait juste trouver la bonne façon de le dire. Bénédicte Anne, merci beaucoup. J'espère que ça aura pu allumer une lumière, une seule, des fois c'est comme ça prend, comme vous dites, chez nos membres. Je suis certaine que ça va les avoir aidés parce que même moi, ça m'a touchée à certains moments. Alors, oui, ça a été des beaux trucs que vous nous avez livrés, puis des choses vraies où est-ce qu'on va vraiment aller en profondeur. C'est ce que j'ai aimé aujourd'hui avec vous, c'est qu'on a poussé plus loin. On est allé plus loin, plus en profondeur pour vraiment trouver des façons de trouver nos réponses à nous, personnelles. Donc, on va travailler sur vos fantômes, travailler aussi peut-être à la lettre du pardon, travailler à changer vos scénarios amoureux, vos patterns, comme on dit. Identifier vos résistances également. Qu'est-ce que ça vous sert? On avait posé 2 questions. Peut-être puis toujours se ramener à qui ça sert ou qui est la victime là-dedans. Et puis si vous ne trouvez pas, il y a toujours moyen de faire un Skype. Exactement. Donc, je vous le dis. Venir me voir quand je serai à Montréal en 2015. On espère, on va vous suivre. C'est certain, on mettra le lien de toute façon de votre site sur notre portail de membres. Comme ça, on va pouvoir avoir un lien avec vous sur votre site cafédelamour.com. Donc, .fr, pardon, .fr. Donc, j'ai plein de newsletters, j'en ai une à Montréal, une à Québec, une à Trois-Rivières, une à Chicoutimi, tout ça. Donc, même être dans ma newsletter, ça suffit pour que je donne l'info quand j'arrive. Je vais pas vous envoyer des news de Paris toutes les semaines. non, excellent. Ah oui, c'est bon, ça, parfait. Donc, faites vos exercices, chers membres, allez faire votre lettre, allez faire vos post-it ou bien tous les exercices dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner au newsletter de Bénédicte Anne, cafédelamour.fr. Et puis là-dessus, je vous remercie beaucoup. Écrire à Bénédicte Anne. Ouais, parfait. @.fr. Puis un super coaching qu'on a eu aujourd'hui pourrait se poursuivre, on ne sait jamais, avec vous. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Bénédicte. Ça me touche beaucoup au cœur. J'ai beaucoup aimé notre entretien. Et puis, au plaisir de se revoir au Québec dans un café de l'amour ou autrement, une conférence. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir.